Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues, cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux. Et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Dans la partie précédente, on a vu que l'exercice physique était un traitement scientifiquement reconnu pour gérer nos douleurs, que ça permettait de diminuer la sensibilité à la douleur. Mais on a vu aussi que souvent, quand on a des douleurs qui persistent, le mouvement peut aggraver la situation ou ne pas avoir cet effet de diminution des douleurs. Et donc, on en vient naturellement, en fait, quand, quand on a des douleurs en se mettant en mouvement, on en vient naturellement à éviter ce mouvement ou ces activités. Et souvent, ce qui se cache derrière, c'est une peur. C'est une peur de sa propre douleur, une peur de ce mouvement-là. Et Lucia va ici nous parler de cette peur de la douleur d'un point de vue de la psychologie. Donc, ça va être très intéressant parce que nous, on l'aborde en kiné, mais les psychologues travaillent énormément sur cette peur-là et ça peut beaucoup, beaucoup aider quand on a des douleurs qui persistent. Oui, tout à fait. On va parler de la peur de la douleur qui est très important, qui est un peu partout. Comme tu disais, il y a des gens peut-être qui ne se rendent pas compte qu'ils s'évitent quelque chose parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Donc, c'est très intéressant voilà, de prendre conscience que derrière tout ça, il y a la Ouais, peur de se faire mal, ouais, qui est tout à fait naturelle et humaine parce que finalement, cette peur des douleurs, ce qui explique, c'est que c'est un moteur d'apprentissage. On va essayer avec cette évitation, avec cette peur, on va essayer de ne pas se faire mal, justement, non, de prévenir des dommages non, dans notre corps. Donc, ouais, c'est vraiment un instinct naturel de la personne. ouais, C'est vraiment les principes du conditionnement pavlovien classique ouais. qui explique comment appliquer à la douleur, va expliquer comment un stimulus nociceptif, donc une douleur, est précédé d'un stimulus neutre. Donc, ça peut être un mouvement, ça peut être balayer, ça peut être une activité, une situation quelconque. Et du coup, l'organisme va apprendre cette association, donc va apprendre que à cette douleur est précédée de ces mouvements. Et du coup, la mémoire, elle va stocker ces données, donc douleur précédée par une situation. Et donc, ça va provoquer une réponse. Le neutre n'est plus neutre. Cet stimulus qu'au début, c'était juste peut-être des balayés ou un mouvement quelconque, n'est plus neutre. Il est associé à une réponse des peurs. Et voilà, donc Et c'est un comme, signal qui va prédire la peur. Oui, oui, et comme tu dis, c'est vraiment une association, mais qui se fait inconsciemment. Et c'est ça qui est intéressant, tout c'est à que fait, souvent, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a tout à une fait. peur de certains mouvements. On évite simplement, si on a des douleurs au cervical, on évite, par exemple, de tourner de trop la tête parce qu'on a peur que ça déclenche des douleurs par la suite Tout ou à des fait. migraines. C'est quelque chose Mhm, qui est arrivé, c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est mhm. un exemple concret qui est arrivé dans l'accompagnement éclore qu'on fait. Une des participantes s'était pas rendu compte qu'en fait, le simple fait qu'elle évite de tourner un peu trop la tête comme ça, c'est parce qu'elle avait peur en fait que ça déclenche des douleurs.
Et donc souvent, puisque c'est un mécanisme qui est inconscient, souvent c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Tout à Euh, fait. mais on peut vraiment avoir certains mouvements qu'on ne veut plus faire, euh, qu'on évite de faire parce qu'on on a cette peur d'aggraver notre situation, soit d'aggraver notre douleur ou alors d'aggraver ce qui se passe dans le tissu. De, Tout à fait. euh, oui, Donc, c'est je vraiment, laissais. voilà, c'est un mécanisme de défense des humains, des naturels, de ne pas vouloir se faire du mal. Comme tu disais, tu as l'exemple de ta patiente. Moi, j'ai l'exemple là, en ce moment, de ma fille qui aussi s'est fait mal au genou et qui n'a pas voulu étirer la jambe et marcher normalement, puisque elle avait mal. Donc, du coup, elle a passé une semaine à garder la jambe toute étroite, toute rigide. Et ça a créé encore plus de mal que du bien, puisqu'elle a peur d'avoir mal, mais en évitant les mouvements normaux, des marches normales, il s'est créé un problème majeur, non? Et la douleur augmente. Donc, finalement, comme j'ai dit, l'action va être d'éviter la situation, non? Ou les mouvements, qui pour nous est dangereux. Euh, nous, on a associé cette situation à quelque chose de dangereux pour nous. Et donc, finalement, les comportements d'évitement, ça va être tout comportement qui empêche une situation, un stimulus douloureux anticipé de se produire. Donc, ceci, comme je disais, au début est adaptative, donc on va essayer de ne pas se faire mal, donc finalement c'est une réponse innée très adaptative. Ça va réduire la douleur puisqu'on ne fait pas ce qu'au début on pense qu'il nous fait mal, et donc ça va diminuer, ça va augmenter les soulagements et la diminution des peurs, hein, finalement. Si on ne le fait pas, on a plus peur. Et du coup, ça va créer une répétition, puisque si une fois on évite un mouvement qui pour nous est douloureux et qui ça marche, finalement, si on ne le fait pas, on a plus mal, la prochaine fois, on ne va pas les faire non plus. Et du coup, on va répéter ces comportements d'évitement. Et le pire, c'est qu'on va généraliser aussi ces comportements d'évitement à d'autres situations, à d'autres stimuli. Et c'est ça qui va créer à long terme un problème, non? Donc, des études montrent que ces comportements d'évitement augmentent la menace des douleurs et interfèrent avec la vie quotidienne, puisqu'on va éviter en permanence et on va diminuer les activités de notre vie quotidienne. Donc, il y a une relation entre la peur, il y a des études qui montrent qu'il y a une relation entre la peur de la douleur et l'intensité de la douleur. Plus on a peur d'avoir mal, plus la douleur est intense. Mais la relation entre la peur et l'évitement n'est pas toujours solide. On va trouver des situations où, par exemple, on ne peut pas éviter. On a peur, on craint les avions, par exemple, mais on va devoir les prendre pour se rendre aux réunions de travail, pour pouvoir peut-être aller rendre la visite à la famille ou pour les vacances. Donc, on voit que dans ces situations-là, on a peur, mais l'évitation n'est pas associée, enfin, elle n'est pas toujours là, non? Donc, voilà, finalement, l'association entre peur et évitation n'est pas toujours là. Donc, après, il va voir, on peut parler des 3 mécanismes qui peuvent contribuer à la façon dont un comportement qui, au début, est adaptatif, donc pour ne pas se faire mal, devient inadapté, donc, et qui va persister et qui va conduire à des éventuelles limitations, hein, ou des handicaps. Donc, il y a 3 situations dont on peut parler. Une, ça va être la protection contre l'extinction. C'est voilà, une expression un peu compliquée, protection contre l'extinction. Donc, ces comportements, il va être utilisé pour attribuer la sécurité. Donc, par exemple, si je soulève un pot de fleurs, mon dos va se casser. Ça, c'est la croyance qu'on a, non? Si je soulève ces pots de fleurs ou cette valise tellement lourde, mon dos, je vais avoir mal. Donc, du coup, je ne vais pas la soulever. Je vais laisser mon mari ou une autre personne qui la soulève pour moi parce que je sens que ça va me faire mal. Donc, avec les thérapeutes, ce qu'on peut travailler, c'est justement l'exposition à cette situation. On va soulever cette valise, on va soulever ces pots de fleurs, on va voir vraiment ce qui se passe pour vraiment comparer nos attentes, ce que nous, on pense qui va peut-être se passer avec la réalité. Le problème, c'est que, et comme ça, on arrive à voir l'extension de cette réponse d'évitation, la disparition de cette réponse d'évitation. Le problème, c'est que des fois, on va, par exemple, soulever les pots ou la valise avec les dos droits. C'est vraiment une idée non perçue qu'on a, une croyance que quand on
on se met avec les dos bien droits, on va plus se faire mal, on va maintenir le dos droit, du coup, ça va pas claquer, ça va pas se faire mal, donc on le fait comme ça. Du coup, on est en train de mettre des restrictions, on est en train de mettre des limitations. Et c'est ça qui va être un problème, puisqu'on ne va pas attribuer la sécurité totale à ces mouvements qu'on est en train de vérifier comme inoffensives. Et c'est ça qui est un problème. Donc, avoir une réponse d'évitement, un comportement de sécurité, donc je mets mon dos droit, lors de l'extension d'une peur, va entraver l'apprentissage de l'extension de la peur et de la douleur liée à ces mouvements. Donc, Ouais. c'est vraiment un problème. Donc, Et voilà, la conclusion, c'est mieux vaut prévenir les comportements d'évitement lors de l'exposition et voilà, pour ne pas continuer à faire persister ouais, ces évitements. Oui. ouais, tout à fait. Et ce que Tu tu as des disais choses à sur, rajouter? oui, ce que tu disais sur l'exposition, le fait que si on a peur de porter une valise, par exemple, ben on peut se réentraîner à porter cette valise. Mais peut-être que en traitement kiné ou même en psychologie, on ne va pas commencer directement par la valise. On va commencer Exactement. par une haltère de 1 kg. Mhm, Ensuite, on va augmenter avec une haltère mhm, de 2 kg, 5 kg. Et puis, on va arriver à des kettlebells de 12 kg, de 15 kg. mhm, Et puis, progressivement, on va arriver réellement à la situation réelle de la vie quotidienne avec la valise. Donc, c'est tout à fait. vraiment une question de progression. On ne va pas faire Mhm, du tout au tout. Mais on peut réentraîner notre corps qui est fait pour bouger dans tous les sens et il est fait pour mhm, porter dans tous les sens. On peut le réentraîner à le faire. mhm, Si on prend cet exemple de bien plier les genoux, garder le dos droit pour porter des charges, ben, on est en sécurité en faisant ce mouvement si on a l'habitude de faire ce mouvement en permanence. Le problème, mhm, c'est qu'on n'est plus en sécurité dès qu'on change de façon de porter. Et c'est là où des douleurs peuvent apparaître, pas parce que le mouvement est mauvais en soi, le fait de pencher son dos en avant en gardant les genoux tendus pour porter une charge, c'est pas mauvais en soi. Les études montrent même que l'irrigation sanguine au niveau du dos est meilleure de cette façon que quand on plie bien les genoux et qu'on garde le dos droit. Donc, ce n'est pas que le mouvement lui-même est problématique, mais par contre, c'est parce qu'on n'est pas habitué à faire ce mouvement. Et c'est mhm. là où se situe le problème, c'est que quand on n'a pas l'habitude de faire un mouvement et qu'on le fait du jour au lendemain, ben, là, ça risque de générer des douleurs. Pourquoi? Parce que le Mhm. système de la douleur se met en alerte. Tout à fait. Et c'est là, comme je disais, non, tout au début, c'est ce moment où il y a l'association entre les douleurs et ces mouvements. Donc, c'est là où ça s'est créé. Et il Mm. suffit d'une fois pour vraiment créer cette association. Ah, je soulevais cette valise ou voilà, il ne faut pas que je la soulève plus pour ne pas me faire mal. Voilà, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, comme on dit toujours, l'accompagnement d'une personne qui est professionnelle et qui comprend la douleur, c'est la meilleure indication pour pouvoir Mm. arriver à s'en sortir et voilà, et essayer aussi d'éviter ce type de comportements. Donc après, il y a un autre mécanisme qui va aussi aider à maintenir ce comportement d'évitation, qui va être le raisonnement ex consequentia. Donc si j'évite tout le temps de soulever les pots de fleurs, c'est car cela doit être dangereux et nocive. Donc c'est vrai que c'est une espèce de raisonnement que nous on a parce que c'est nocive, j'évite de faire ce type de mouvement. Et ça, euh, les comportements, en fait, il va être utilisé pour déduire, pour faire une déduction. Mais paradoxalement, les comportements augmentent les croyances, non? La menace et l'entretien, et on augmente la peur et l'évitement. Donc voilà, c'est vraiment cette génération. Si je les fais pas, c'est vraiment parce que ça fait mal. Si je ne soulève pas la valise, c'est parce que je vais avoir mal au dos. Si je vais pas courir, euh, voilà, je vais pas courir, c'est parce que je veux pas avoir mal au genou, par exemple. Donc, à la fin, nos comportements vont aller dans les sens où, et nos croyances vont aller dans les sens où on va continuer à éviter, non, à éviter, à maintenir ces comportements d'évitement. Après, il y a donc la généralisation à des situations et stimuli sources qui est vraiment un problème, puisque après, les comportements d'évitement vont être généralisés
à plein d'autres choses. Donc, ce n'est pas justement adaptative dans le sens où on évite de blesser les corps, mais il devient inadapté et s'il s'agit d'éviter des mouvements de la vie quotidienne, des mouvements qui sont vraiment sûrs pour tout le monde, mais pour nous, deviennent un problème. Donc, par exemple, passer l'aspirateur, se pencher pour ramasser quelque chose, repasser. Il y a des mouvements de la vie quotidienne qui deviennent dangereux, qui deviennent vraiment un problème pour les personnes. Et c'est parce qu'on a généralisé, à un moment donné, on a eu une association entre un stimulus douloureux et voilà, que nous, on a senti de la douleur en faisant quelque chose, on va généraliser à d'autres mouvements. Si je ne peux pas passer la serpillière, je ne peux pas balayer, ou à l'inverse. Si je ne peux pas non plus repasser parce que ça va me faire mal à l'épaule. Et après, je ne vais pas pouvoir non plus soulever ces paniers pleins de linge propres. Et donc, du coup, on va généraliser à plein Mmh. des situations de la vie quotidienne, ce qui vraiment est un problème, puisqu'à la fin, on se limite énormément. Et voilà. Mais après, donc, on va voir, on peut se dire comment. Oui, tu as des choses à rajouter, Oui, Jérémy? beh, juste pour résumer, du coup, c'est, ces 3 mécanismes qui vont Qui vont contribuer, persister, oui, voilà, voilà, avoir cette réponse d'évitation. ouais, Voilà, et ouais, c'est une espèce de cercle vicieux. On va pas s'en sortir, non, puisqu'il y a on peut l'expliquer par ce type de mécanismes et qu'il faut à un moment donné, voilà, couper. Il va falloir à un moment donné se dire, bon, on va voir qu'est-ce qu'on mmh, peut faire. À un moment donné, va falloir se dire, on arrête ça, on change les croyances. Et par quoi? Par ce que je vais dire maintenant, par la thérapie, par exemple, d'exposition, non? mmh, Comment on peut faire pour casser ces cercles vicieux des peurs et d'évitation, mmh, où la priorité est de contrôler la peur. Parce que là, en fait, ce qu'on essaye, c'est de contrôler la peur, hein, de pas avoir mal. Et donc, comment on peut faire pour orienter les personnes vers un comportement d'approche où la priorité serait des objectifs de vie. Parce que ces comportements d'évitation, ce qu'il fait, c'est que finalement, on évite de tout faire. Et notre vie se limite énormément. Donc, on doit aller chercher un comportement d'approche, on va approcher les situations pour essayer d'arriver à vivre normalement, non? Et être orienté vers les objectifs de vie et les choses qui ont de la valeur pour nous. Donc, voilà, grâce à la thérapie d'exposition, on va pouvoir casser ces cercles vicieux mmh. et c'est donc, on va essayer d'approcher toute situation et stimuli qui est évité, non, afin de faire disparaître en fait les réponses d'évitation. Donc, afin d'appliquer, il y a donc les thérapeutes, ils vont essayer d'appliquer cette méthode de façon très méthodique en fait. Il va falloir quand même faire une évaluation et une analyse approfondie du problème, d'identifier et mesurer ce qui est craint et évité, ce qui des fois est compliqué, il peut être compliqué parce que les gens, des fois, ils s'évitent tellement de choses qu'ils ne savent plus ce qu'ils s'évitent, ils ne savent plus ce qu'ils craignent et ce qu'ils craignent. Et du coup, il va falloir s'arrêter, il va falloir aller. On peut présenter des activités, on peut leur présenter une liste des photos, en fait, des activités de la vie quotidienne, et on va les ordonner, on va faire voilà, une liste des activités qui font les plus peur et les activités qui font le moins peur. Et donc, on va les mettre sur une échelle, par exemple, de 0 à 100, en fonction des degrés de menaces que les personnes perçoivent. Et donc, ensuite, on fait, voilà, on va donc classifier ces activités par les moins menaçantes vers les plus menaçantes. Et on va commencer petit à petit à faire des expositions, non, à s'approcher et à faire des expositions sur ces activités. Donc, si par exemple, on dit moi j'ai peur, la première activité c'est peut-être justement de balayer hein, parce que ça me fait mal à l'épaule. Donc on va amener hein, la personne à faire cette activité et on va lui dire alors combien tu crois que tu vas avoir mal avant de faire l'activité, combien tu crois que tu vas avoir mal. Ben, je vais peut-être avoir mal d'une échelle de 0 à 10, 8. OK, donc on va balayer un petit peu, on va se mettre à balayer un tout petit peu et on va voir si vraiment cette croyance est vraiment réelle. Si après, vraiment, l'expérience confirme non, cette croyance. Donc la personne, elle va se mettre à balayer un petit peu, elle va se dire, ouf, finalement, non, finalement, c'est 3. C'est une petite gêne, mais c'est pas tellement douloureux comme je croyais. Voilà, donc on va mettre en comparaison ce que nous, on pensait. Vraiment, c'est a priori ces croyances qu'on avait
et on va mettre en comparaison avec la réalité. Donc, c'est vraiment une exposition, non, à la situation et à la réalité. Euh, donc, du coup, en faisant cela de manière systématique, la personne elle acquiert de nouvelles expériences, non? Et des expériences corrigées en plus, hein. Et ça va changer les croyances, comme je disais, que les attentes concernant les dommages potentiels et la capacité à fonctionner dans la vie quotidienne. Donc, ce qui va permettre aussi aux patients de gagner en confiance. Parce que c'est vrai que quand on arrête de tout faire, on se croit inutile. On ne peut plus rien faire. Je ne sors plus à rien dans la maison. Moi, je ne peux faire grand-chose. Et donc, du coup, on les mettant face à ces activités, à se rendre compte qu'ils peuvent les faire, ils vont commencer à gagner en confiance. Ah, c'est bien, maintenant je peux faire ça. Ça faisait des mois que je ne le faisais pas. Maintenant, je peux le faire. Et petit à petit, les personnes vont gagner en confiance. Donc, finalement, donc, les tests, cette thérapie d'exposition est un test comportemental, non, des mouvements et d'activités, où on va chercher à créer des conditions qui contredisent les attentes, souvent catastrophiques. Oh là là, je ne peux pas parce que ça va me mettre, je vais passer une semaine après allongée avec des douleurs horribles si je soulève quelque chose, ou si je vais au travail. Et du coup, le but, c'est que de nouveaux apprentissages se produisent, non? Et des apprentissages adaptatifs, en fait. Euh, voilà, donc, comme pour toutes les thérapies, il y a des limites, hein, c'est pas, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de parfait. Et l'un des limites, peut-être, avec la thérapie d'exposition, va être aussi de savoir si on a que la peur à traiter. Parce que des fois, les personnes qui ont des douleurs chroniques ont aussi d'autres comorbidités, ont d'autres troubles, non, psychologiques. On va trouver beaucoup d'anxiété, on va trouver de la dépression. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et il faut, voilà, savoir voir si vraiment il y a que la peur ou ici d'autres éléments, non, qui rentrent en jeu dans ce comportement d'évitation et qui peuvent justement interférer, non, avec les traitements. Donc, il faut faire vraiment la part des choses et voir vraiment avec quel élément, non, on travaille. Donc, du coup, les conclusions on peut avoir par rapport à ces thérapies d'exposition, c'est que, bon, déjà que l'évitement peut être réduit grâce à l'application de la thérapie d'exposition et qu'il y a plusieurs défis lors de l'application des cliniques de cette approche. En fait, ce que je n'avais pas dit, c'est que quand on arrive à faire la sélection des activités, il faut trouver des activités importantes qui ont de la valeur pour la personne. Parce que la personne, finalement, elle va s'exposer à des situations qui, pour elle peuvent nuire leur santé. Non? Donc, du coup, il va falloir vraiment trouver des activités importantes et qui mènent, non, un engagement de la part de la personne. Les activités doivent valoir les coups, en fait. Hein. On ne peut pas trouver juste des petites activités comme si sans valeur. Il faut vraiment arriver à s'engager, non, dans cette thérapie. Ouais. Donc, Là-dessus, on a aussi... j'ai un exemple peut-être pour que ce soit un peu plus parlant. Une des personnes que j'accompagne en ce moment, elle a des douleurs au niveau du genou à droite et elle a des douleurs un peu tout le temps, quand elle marche, quand elle reste assise, quand elle se lève. Et donc, ça la dérange quand même beaucoup dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui adore jardiner. Donc, c'est une activité qui a beaucoup d'importance pour elle. Et ça la gêne quand elle doit s'accroupir pour jardiner. Là, ça la gêne vraiment beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne la gêne pas juste dans cette activité-là, ça la gêne globalement dans sa vie. Et donc, tout le traitement consiste à faire cette exposition graduelle pour la réhabituer à pouvoir s'accroupir sans avoir de douleur. On utilise en fait ce mouvement-là qui a de l'importance pour elle, mais qui va avoir une conséquence sur ses douleurs dans le reste de sa vie, pas juste sur sa façon de s'accroupir. Ça va aussi diminuer et c'est en train d'ailleurs de le faire, de diminuer ses douleurs aussi quand elle marche, quand elle s'assoit, quand elle se lève, etc. Mais on utilise, dans le traitement, on utilise vraiment cette situation qui est importante pour elle, qui est de s'accroupir pour être capable de jardiner. Et on le fait progressivement. D'abord, on utilise des exercices tout doux pour travailler les genoux, en flexion, en extension, et puis progressivement, je l'ai amené à pouvoir s'accroupir
au sol. Mais c'est progressif. Et Tout on à fait. utilise toujours un mouvement qui a de la valeur pour la personne. Exact. C'est vraiment essentiel d'avoir des activités qui ont de la valeur Mmh. pour vraiment, parce que personne n'a envie de s'exposer à la douleur si c'est pas parce Ouais. qu'à la fin il y a un bon renforcement, non, derrière. Mmh. On ne le ferait pas. Donc Mmh. finalement, voilà, il faut chercher des activités importantes pour la personne. Mmh. Mais finalement, ce n'est pas des fois un choix noir et blanc, hein, éviter exposer. À la fin, l'évitement peut aussi être adaptatif, comme on avait dit tout au début, on ne va pas non plus s'exposer quand on sait qu'on va se faire vraiment mal. Bah, dans ces cas-là, il vaut mieux éviter les mouvements pour vraiment ne pas se mettre en danger. Mais finalement, il faut voir quel est le résultat de notre comportement. Non? Ce qui est vraiment en évitant, quelles sont les conséquences à long terme. Est-ce que ça va vraiment limiter nos activités de la vie quotidienne? Est-ce que ça va vraiment limiter notre vie? Et c'est là où il faut vraiment voir, non, si les comportements d'évitement sont inadaptés et qu'il faut faire un travail là-dessus. Voilà, tout est question, comme on dit toujours, des dosages et tout est question comme, des fonctionnements de la vie. Si vraiment nos comportements mènent à un dysfonctionnement et mènent à une limitation, et c'est là où il y a un problème. Mmh. Autrement, on n'a rien à régler, on n'a rien à travailler. Mmh. Voilà. Donc c'est ça la dernière conclusion, que finalement, c'est pas un noir ou blanc, c'est pas allez, on va éviter, on va exposer à tout prix. Il faut vraiment voir comment ces évitations interfèrent dans la vie de la personne et si vraiment il faut des choses à travailler ou pas. Ouais, tout à fait. Et d'où encore, une fois l'importance de travailler avec, un thérapeute qui est spécialisé là-dedans parce que de un, il va réussir à faire un bilan complet pour Mm. identifier s'il y a une peur, qui est présente ou pas. On parle en kiné de kinésiophobie, donc la Mm. phobie du mouvement. Kiné, c'est le mouvement. Et donc on utilise entre autres un questionnaire, dont j'ai parlé, dans l'autre partie, sur la façon d'évaluer la douleur. Il y a un questionnaire qui est le questionnaire de Tampa, qui permet d'identifier un peu si on a une peur du mouvement. Euh, donc, premièrement, ce thérapeute spécialisé va réussir à faire un bilan complet et à identifier s'il y a une peur. Et ensuite, à identifier s'il faut faire de l'exposition graduelle, si ça correspond à la situation de la personne en question. Est-ce que la personne est safe à faire de l'exposition graduelle? Donc vraiment, dans le bilan, de voir si la douleur, c'est un signe qu'il y a quelque chose de plus urgent à prendre en charge, ce qu'on appelle les red flags. Et dans ces cas-là, on renvoie vers le professionnel de santé qui Mm. s'occupe de ce problème-là. C'est très rare, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. C'est par exemple le cas des fractures, des infections, des problèmes neurologiques vraiment sévères qui atteignent les fonctions motrices. Donc, dans ces cas-là, on renvoie si c'est une situation urgente à prendre en charge, ou alors si c'est intéressant de faire tout ce processus d'exposition graduelle parce qu'il n'y a pas de risque d'aggraver la situation. Donc, Mhm. le bilan va servir à ça. Et puis ensuite, si c'est intéressant de faire l'exposition graduelle, bah alors le faire avec un thérapeute qui est spécialisé, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment un bon dosage qui est adapté pour nous. Un bon dosage qui n'est pas justement effectif, non, parce qu'on peut, si on les fait nous comme ça, au sens d'une personne qui s'y connaît, on peut provoquer l'effet à l'inverse. Parce que Ouais. si on va trop vite et qu'on s'expose à des choses on n'a pas à s'exposer si vite, on peut justement se dire, on peut justement renforcer ces idées de non, mais finalement, ces moments, ça fait mal, il fallait pas que je fasse ça, j'avais Mm, raison, maintenant je viens, mais j'ai encore plus mal. Donc, il fallait petit à petit, de façon très graduelle, pour augmenter petit à petit la difficulté, non, des mm, situations et arriver à un résultat avec un succès. mm. Ouais, tout à fait. Super, bah, merci beaucoup Lucia pour cette partie À fascinante toi? sur la peur Ouais, et sur fascinante. l'exposition graduelle. Et donc, on va voir ensuite, dans la prochaine partie, les deux comportements qu'on peut avoir face à la douleur et la meilleure façon
de se comporter face à la douleur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.